Donc là, c'est un peu ça. Pour la suite aujourd'hui, ce qui nous rassemble, bien sûr, c'est autre chose. Nous sommes là pour aborder un sujet très critique et nous avons la chance d'avoir déjà, merci pour chacun d'entre vous d'être venu aujourd'hui, d'avoir un présentateur distingué. Alors là, vous avez tous reçu le flyer. Aujourd'hui, nous parlons de la thérapie respiratoire en Afrique, une révolution silencieuse des soins de santé. Je sais qu'aujourd'hui, lorsque nous pensons plus de révolution, d'innovation, on a tendance à penser à la technologie, mais également les révolutions arrivent par des transformations structurelles. Et aujourd'hui, notre invité, Monsieur Peter Wembudinga, aura l'occasion de nous parler de beaucoup de bonnes choses aujourd'hui. Alors, je vais essayer de vous présenter également notre présentateur, qui est un peu parler de lui. Alors, Monsieur Peter Wembodiga est un inhalothérapeute qui a déjà une dizaine d'années d'expérience ici aux États-Unis. Il est titulaire d'un bachelor's degree en sciences respiratoires ainsi que d'un master en business administration en formation des services de santé. Et il est actuellement en train de poursuivre son doctorat. Donc, bientôt, on va l'appeler docteur. Il est très engagé dans l'enseignement et le développement professionnel avec un intérêt marqué pour l'avancement de la profession de thérapie respiratoire. Bien sûr, son objectif qui est le nôtre en général pour nous qui sommes ici, c'est de soutenir l'expansion de la profession dans les systèmes de santé à travers les pays africains afin d'améliorer la qualité des soins et les résultats cliniques. Entre autres, Monsieur Peter Wembodiga est également le directeur d'ACA en République démocratique du Congo, son pays d'origine. Alors, Monsieur Wembodiga, je vous laisse la parole. Et avant ça, je tiens également à faire une petite précision. À la fin de la présentation, j'invite tout le monde également à utiliser la session chat pour poser vos questions, vos commentaires. Et à la fin, on prendra le temps de répondre à vos différentes interventions, vos différentes questions du mieux que nous pouvons. Alors, Monsieur Peter, je vous laisse dans le floor. Merci. Ok, merci beaucoup mon frère Larry qui est représentant de AFCA au Cameroun, le directeur et secrétaire aussi avec ARCA. Je voudrais aussi remercier tous ceux qui sont présents avec nous ici et partout où vous êtes. C'est vraiment un réel plaisir pour moi de me présenter ici devant vous. J'espère que mon expérience et ma présentation vous aidera à acquérir quelques informations importantes pour le passer aux autres qui cherchent à savoir vraiment qu'est-ce que nous faisons comme respiratory thérapeute ou bien thérapeute. Et au fait, c'est vraiment un réel plaisir. Ça a toujours été un plaisir pour moi de euh, me présenter dans un plateau pareil pour parler d'une profession que je porte à cœur. Et pour cela, je vous ai présenté, je vous ai préparé une petite présentation et je vous souhaite de vraiment prendre patience pour bien écouter et comprendre un peu ce que nous faisons et de la partager avec tous ceux qui seront à côté de vous. Je vais essayer de partager cette présentation ici. D'abord, je vais commencer avec une toute petite introduction de la thérapie respiratoire. Comme mon frère Larry venait de me présenter, je réponds au nom de Peter Wembodinga et avec tous les critères que j'ai comme expérience dans ces domaines. Euh, Vraiment, c'est un plaisir pour moi de présenter cette présentation ici. Alors, vous allez vous demander qu'est-ce que c'est que ARCA. Avant de commencer, je voudrais un peu décrire qu'est-ce que c'est que ARCA et qu'est-ce qu'il y a comme vision derrière ARCA. ARCA est African Respiratory Care Association, ça c'est en anglais. Et en français, on peut la définir comme l'Association africaine des soins respiratoires, soins respiratoires, qui a été fondée en 2024 par mademoiselle Dorothée Benda.
une thérapeute respiratoire pionnière engagée dans le développement des soins respiratoires en Afrique. Et Madame Dorothée a débuté son parcours à l'Université du Ghana en tant que l'une des premières étudiantes de thérapie respiratoire lors de l'introduction de cette discipline dans son pays. Elle a ensuite obtenu un master en thérapie respiratoire à l'Université de Georgia State à Atlanta University aux États-Unis en 2024. Elle est reconnue internationalement comme fellow de AARC, qui est l'American Association for Respiratory Care. Elle est aussi membre de International Council for Respiratory Care. Grâce à son expérience internationale, elle a constaté que la thérapie respiratoire reste peu développée en Afrique, avec des programmes formels limités à certains pays seulement. Par exemple, il y a le Ghana, le Libéria, l'Égypte et l'Éthiopie. Et avec cela, elle a donc ainsi imaginé à, à créer une plateforme pour unifier toute l'Afrique. Et cela a été pour promouvoir la sensibilisation, renforcer la formation et soutenir le développement professionnel de cette profession dont nous sommes en train de parler aujourd'hui. Avec sa vision, qui l'a conduit même à créer ce qu'on appelle ARCA, qui est l'Association africaine des soins respiratoires. Aujourd'hui, donc, ARCA compte plus de 2000 membres présents dans plus de 20 pays africains, pas seulement ceux qui parlent français, il y a aussi l'anglais et même le portugais. L'association œuvre à faire reconnaître la thérapie respiratoire comme une profession essentielle dans les universités et les systèmes de santé à travers toute l'Afrique. Donc voilà un peu, je voulais un peu décrire qu'est-ce que c'est que ARCA et la vision que cette demoiselle qu'on appelle Madame Dorothy a dû contenir pour nous présenter aujourd'hui ce que nous avons aujourd'hui depuis 2024. Et nous sommes tous en train de travailler ensemble pour voir comment on peut la soutenir pour avancer cette profession et que cette profession ne puisse pas seulement rester dans les pays occidentaux, mais qu'elle puisse aussi se propager dans notre continent qui est l'Afrique. Alors, je voudrais aussi définir la thérapie respiratoire, ce qui est notre sujet d'aujourd'hui. Il y a plusieurs définitions, mais voilà un peu quelques définitions clés que j'ai pu retenir et préparer pour nous présenter aujourd'hui. Donc, la thérapie respiratoire est connue comme une discipline de la santé spécialisée dans l'évaluation, les traitements et la prise en charge des troubles respiratoires et cardio-respiratoires. Elle vise donc à améliorer surtout l'oxygénation, la ventilation et la qualité de vie de nos patients. La thérapie respiratoire, aussi appelée inhalothérapie dans les pays comme le Canada, est une discipline de sciences de santé spécialisée dans la prévention, l'évaluation, les traitements et la réadaptation des troubles du système cardio-respiratoire. Et donc, selon AARC, qui est l'American Association de Respiratory Care, l'Association américaine de thérapie respiratoire, la thérapie respiratoire est une profession de santé qui se concentre dans l'optimisation de la ventilation, de l'oxygénation et de la fonction pulmonaire chez les patients atteints de maladies aiguës ou chroniques. Et dans l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, la définition est celle-ci qui souligne que les soins respiratoires jouent un rôle essentiel dans la prise en charge des maladies respiratoires chroniques qui figurent parmi les principales causes de morbidité et de mortalité mondiale. En bref, pour conclure avec toutes ces définitions, donc la thérapie respiratoire est l'évaluation clinique de la fonction pulmonaire parce elle aide à analyser les gaz sanguins, l'administration d'oxygène thérapeutique, la gestion des voies respiratoires artificielles, la ventilation mécanique invasive et non invasive, l'éducation thérapeutique du patient et la réadaptation pulmonaire.
Pour encore ajouter quelques informations, ici, je vais vous présenter un peu une petite histoire de comment cette profession a été créée. En fait, le développement a été marqué après les pandémies de la poliomyélite au 21e siècle, un tournant majeur sur la profession à Copenhagen, en Suède, dans les années 1952. Ces progrès avaient été vraiment majeurs qu'il y a eu l'invention du ventilateur mécanique. Et avec cela, il y avait l'expansion dans les unités de soins intensifs et en soins à domicile, ce qui a poussé au développement des soins à domicile et qui était un impact qui est devenu un impact contemporain. Et de 1940 à 1950, quelles sont les origines de la thérapie respiratoire? Il y a eu donc, comme je vous ai expliqué, les développements majeurs durant les épidémies de poliomyélite qui posaient la paralysie des muscles respiratoires, l'insuffisance des respiratoires aiguës, qui a donc a créé qui a proposé le développement de l'utilisation des Ireland, dont je vais vous présenter dans la présentation suivante. Et ces Irelands est une machine de ventilation à pression négative. Et son besoin était croissant de personnel spécialisé en assistance respiratoire. Et le point clé devant cet historique ici est que la poliomyélite a été le catalyseur de la profession moderne. Donc, si aujourd'hui nous avons la thérapie respiratoire, l'un des sujets ou bien de fondations, des bases qui nous a poussé à avoir ces domaines aujourd'hui, et le fait qu'il y avait la poliomyélite et donc il y avait tous ces ingénieurs, ces médecins, ces chercheurs qui ont dû s'asseoir et trouver une solution. Et après la création du Ireland, qui est une machine qui a une pression négative, et donc il y avait eu un grand besoin d'avoir des professionnels qui devaient bien prendre soin de cette machine. Et dès cela, il y a eu donc un, une forme de boom des idées pour voir comment on peut maintenant améliorer cette profession pour qu'elle ne puisse pas disparaître. Et donc, en Suède, à Copenhagen, en 1952, après cette épidémie de poliomyélite, l'invention était venue du docteur Borge Isben. Et là, il y avait l'introduction de la ventilation à pression positive par trachéotomie. Et donc, comme je vous ai expliqué, il y a, quand on va continuer avec cette présentation, vous allez voir qu'il y a deux formes de ventilation. Il y a une ventilation invasive et non invasive. Et là, le docteur Born Ibsen était capable de présenter une forme de ventilation de pression positive qui pouvait passer par la trachéotomie. Celui-ci avait donc une réduction significative de la mortalité. Et comme les gens vivaient avec la poliomyélite et étaient atteints comme les gens étaient atteints de la maladie de poliomyélite qui attaquait leurs muscles, cette machine a pu aider et réduire à grand nombre la mortalité des personnes qui étaient atteintes. Et l'impact était qu'elle avait la naissance des premières unités de soins intensifs et le début de la ventilation mécanique moderne qu'on utilise aujourd'hui. Une autre historique évolution sur ces domaines de thérapie respiratoire est le développement ou l'évolution des ventilateurs mécaniques. Donc, dans les années 1960 aux années 1980, il y avait une grande transition vers les ventilateurs à pression positive. Comme je vous avais parlé, les Ireland étaient beaucoup plus dans les pressions négatives. Et ici, il y avait maintenant une pression positive qui sortait de l'extérieur et entrait dans le poumon. La pression négative est qu'il y a l'air il y avait une machine qui aspirait, qui aidait les personnes à survivre, à respirer, en tirant la pression, en tirant de l'air de leur poumon à l'extérieur. Voilà pourquoi on appelle ça une pression négative. Et le positif vient de l'extérieur pour l'intérieur. Et donc, dans les années 1990 à 2000, les ventilateurs à microprocesseurs étaient créés et il y avait des différents modes ventilatoires avancés, de surveillance continue qui avaient, qui avaient
qui avait objectif à assister avec la gazométrie artérielle et la capnographie. Et là, il y avait des résultats, par exemple, comme l'amélioration du pronostic en soins critiques, la spécialisation accrue des thérapeutes respiratoires. Et donc, on peut voir qu'à chaque année qu'il y avait une évolution d'une technologie pour assister dans ce domaine de thérapie respiratoire, il y avait aussi un avancement des services, des personnels qui devaient être formés pour prendre soin et continuer avec cette œuvre. Et après, il y a eu l'expansion en soins intensifs. Cela était la gestion des patients atteints des syndromes de détresse respiratoire aiguë. Et ici, il y avait le développement des unités néonatales, la participation active aux équipements de réanimation, la thérapie respiratoire qui est devenue essentielle, surtout dans les chirurgies majeures, dans les traumatologies et dans les soins critiques adultes et pédiatriques. Au suivant, il y a eu encore le développement des soins à domicile. Donc, à partir des années 1980, comme beaucoup de gens sont habitués peut-être à fumer, il y a aussi des fumeurs euh, passives. Donc, il y a des gens qui sont exposés parce qu'ils sont entourés de gens qui fument. Et donc, parfois, ils sont exposés à cette maladie chronique qu'on appelle la bronchopneumopathie chronique obstructive. Donc, cela est causé aux gens des, qui sont exposés à la fumée qui va vers leurs poumons, en fait. Et là, il y a une mise en place de l'oxygénothérapie à domicile. Et donc, avec cela, il y a l'utilisation de CPAP, BIPAP pour l'apnée du sommeil et de différents programmes de réadaptation pulmonaire. Et ici, il y avait une nouvelle orientation qui était la prévention, l'éducation du patient et le suivi à long terme. Et donc, quels sont ces impacts contemporains? Donc, avec l'histoire que nous avons commencé depuis 1945 avec le docteur Borge et Selben, donc vous pouvez voir que la thérapie respiratoire, c'est vraiment, euh, c'est vraiment, c'est- a pu survivre dans le domaine médical. Donc, parce il y a un besoin. Et ce besoin est de voir comment on peut l'utiliser pour tous les autres continents. Par exemple, en Afrique, dans tous les coins, dans les villages et tout. Et comme les mondes occidentaux a pu vraiment valoriser cette profession, il est donc important pour nous aussi, Africains, de chercher à voir comment on peut les propager dans notre continent. Et cet impact contemporain, on peut le voir par exemple pendant la pandémie de la COVID-19. Il y a eu l'augmentation massive des besoins de ventilation mécanique, le développement de l'oxygénothérapie à haut débit et les rôles stratégiques en gestion des crises sanitaires. Et dans tous ces domaines, dans tous ces problèmes qui se présentent, il y a vraiment un besoin d'avoir des thérapies, des professionnels de thérapie, de thérapie respiratoire. Non, je voudrais aussi un peu expliquer qu'est-ce que les thérapeutes, les professionnels de thérapie respiratoire sont vraiment dans quel point du corps humain est-ce qu'ils sont en train de se focaliser. Donc, surtout dans l'anatomie et dans la physiologie de l'humain. Et c'est ici, je voudrais un peu faire quelques objectifs, présenter quelques objectifs pour faire, pour clarifier à ceux qui cherchent à savoir exactement dans quelle partie du corps les thérapeutes sont focalisés. Et ici, je vais décrire l'anatomie du système respiratoire, distinguer les voies aériennes supérieures et inférieures, comprendre la physiologie de la respiration et surtout expliquer les mécaniques respiratoires. Donc, quand il s'agit de l'organisation générale du système respiratoire, il y a trois systèmes respiratoires très importants. Nous avons les voies aériennes supérieures, les voies aériennes inférieures et le poumon, qui sont à deux. La structure musculaire qui est composée du diaphragme, les muscles intercostaux, sont vraiment très importants pour que quelqu'un puisse respirer. Et c'est là
ont la fonction principale d'assurer l'échange des gaz, qui est l'oxygène et le CO2. Et quand il s'agit de des voies aériennes supérieures, ils comprennent donc les fosses nasales, les sinus, les pharynx et les larynx. Et leurs fonctions sont donc de filtrer de l'air qui entre dans le nez pour entrer vers les poumons, l'humidification de l'air, le réchauffement de cet air-là et la phonation, surtout dans les larynx, pour que nous puissions avoir cette voix qui nous sort de la bouche. Et quand il s'agit de la voie aérienne inférieure, ils comprennent donc les trachées, les bronches principales, les bronches lombaires et segmentaires, et aussi les bronchioles. Et leur raison est surtout de conduire l'air vers les alvéoles pulmonaires, qui sont des petits ballons qui sont il y a des millions de alvéolaires, des alvéoles qui se trouvent dans nos poumons. Et le troisième, nous avons les poumons. Nous avons deux poumons comme humains, pour chaque humain, et cet organe pair est situé dans la cage thoracique, enveloppé par la plèvre. Il y a le poumon droit qui se compose de trois lobes, le poumon gauche qui se compose de deux lobes parce qu'il y a le positionnement du cœur et il y a l'unité fonctionnelle et leur unité fonctionnelle est qu'il y a il y a l'alvéole pulmonaire. Et ici, donc, la physiologie dans le poumon avec les alvéoles pulmonaires, il y a environ 300 millions d'alvéoles, euh, parois très fines, riches réseaux capillaires où il y a les changements des exercices de gaz et leur activité est, comme je vous l'ai expliqué, les lieux des échanges gazeux par diffusion. Donc, il y a l'oxygénation, l'air propre qui entre dans le poumon, qui sera propagé dans le corps, et il y a la saleté qui vient du corps humain, qui sort pendant l'exhalation. Et il y a encore un petit détail que je voulais faire comprendre à ceux qui sont intéressés à savoir, c'est que vraiment les thérapeutes respiratoires sont en train dans quelle physiologie, dans quelle partie du corps ou de l'anatomie du corps dont ils sont focalisés. La respiration comprend donc trois mécanismes, la ventilation, la diffusion et la perfusion. Dans la ventilation pulmonaire, la définition est telle que les mouvements d'air entre l'atmosphère et les alvéoles, il y a deux phases. Donc, il y a l'inspiration où l'air entre dans les poumons et l'expiration où l'air quitte les poumons. Et les objectifs, il y a des variations de pression intrathoracique. Si vous vous rappelez, quand je parlais de la pression négative et la pression positive, c'est un peu pour faire clarification sur ces sujets. Donc, l'inspiration est quand l'air entre et l'expiration est là quand l'air sort. C'est l'air qui sort est composé de CO2 et l'air qui entre est composé de l'oxygénation, l'air pur que le corps qui cherche, dont le corps a besoin et dont le poumon doit envoyer dans tous les organes du corps à travers les vaisseaux. Et ici encore, je voudrais parler en détail de la diffusion. Donc, il y a les passages des gaz à travers les membranes alvéolo-capillaires. Donc, avec l'oxygène, il y a les alvéoles qui, se trans, qui vont traverser à travers le sang pour aller dans différents organes du corps et le CO2 qui vient du sang pour aller vers les alvéoles pour sortir du corps pendant l'expiration. Et ceci dépend, la dépendance de cette physiologie est qu'il y a un gradient de pression, donc entre l'extérieur et l'intérieur, des surfaces d'échange, donc les alvéoles, quand ils sont gonflés, il y a un changement de surface d'échange qui est très nécessaire pour la diffusion de ces gaz et l'épaisseur de la membrane. Donc, pour ceux qui filment,
très souvent, il y a ces membranes qui deviennent inefficaces parce qu'elles sont, par exemple, brûlées. Et ce qui fait qu'il y a une difficulté de diffusion de, de, de gaz dans ces coins des alvéoles. Et c'est pour cela, très souvent, il est nécessaire de faire au fait, de savoir quel environnement dont vous vivez si vous n'êtes pas fumeur pour ne pas être trop exposé. Et en continuation de cette présentation, il y a la perfusion. Dans la perfusion, ici, il y a la circulation sanguine pulmonaire permettant le transport des gaz et l'interaction essentielle qui est les rapports de ventilation et de perfusion. Un déséquilibre entraîne une hypoxémie. Et donc, il y a un instrument qui est très nécessaire dans le domaine médical, qui est de savoir quel pourcentage d'oxygénation est en train de circuler dans le corps humain. Et ici, quand il y a un problème de ventilation et de perfusion, il y a ce qu'on appelle un manque de rapport, en fait, d'échange. Et cela peut causer un déséquilibre qui peut aussi diminuer le nombre de pourcentage d'oxygénation dans le corps humain. Et c'est dans ces cas-là que ça devient très nécessaire de trouver de trouver une façon de, de, d'apporter plus d'oxygénation sur le corps humain pour que les organes ne puissent pas mourir. Alors, il y a encore les mécaniques, la mécanique respiratoire dont repose sur le diaphragme. C'est un muscle très important pour la respiration. Il y a des muscles intercostaux qui sont ici entre nos côtes. L'élasticité pulmonaire, donc comment le poumon est en train de gonfler et, et la compliance pulmonaire aussi, c'est vraiment important pour que quand quelqu'un respire, il est capable de échanger cet air qui est très sale et inspirer cet air qui est clair et propre. Et cela assiste à l'oxygénation, les changements des gaz pour que les organes, le corps humain puissent toujours être stables. Et donc, dans l'inspiration, le mécanisme est tel que il y a la contraction du diaphragme qui est l'abaissement et l'expansion thoracique. Et il y a la diminution de la pression intrapulmonaire qui entraîne donc l'entrée de l'air dans le poumon. Et de l'autre côté, il y a l'expiration. Et dans l'expiration, nous avons les relâchements du diaphragme qui donc recule l'élastique pulmonaire et cela va augmenter la pression intrapulmonaire et qui va donc pousser à la sortie de l'air du poumon. Et pendant l'expiration obligée, qu'est-ce qui se fait? Il y a l'intervention des muscles abdominaux. Et au suivant, nous avons les pressions respiratoires importantes. Nous avons la pression atmosphérique, la pression intrapulmonaire et la pression intrapleurale. Et c'est là, la pression intrapleurale est toujours négative en conditions normales. En synthèse, donc, pour faire un petit résumé, le système respiratoire contient donc, est très important pour assurer l'oxygénation cellulaire, éliminer le CO2, maintenir l'équilibre acido-basique. Et avec cela, nous avons l'interaction essentielle entre l'anatomie, la physiologie et la mécanique. Dans les champs d'intervention clinique, vous allez vous poser peut-être, et qu'est-ce que les thérapeutes respiratoires sont en train de faire? Peut-être quand vous visitez un patient euh, dans leur lit d'hôpital et vous voyez, ils sont en train de faire quelques thérapies. Et donc, les thérapeutes respiratoires interviennent dans la prise en charge des maladies telles que l'asthme, les bronchopneumopathies
chronique obstructive dont j'avais parlé, la pneumonie, le syndrome de détresse respiratoire aiguë, apnée du sommeil, pour en parler seulement certains. Il y en a encore plus, mais ici, je vais être un peu bref pour les questions des temps et aussi clarifier quelques points. Alors, quelle est l'importance en santé publique? Les maladies respiratoires chroniques représentent un enjeu majeur de santé publique. La prise en charge précoce et spécialisée permet donc de diminuer les hospitalisations, d'améliorer les pronostics, de réduire les coûts de santé et surtout d'augmenter l'espérance et la qualité de vie. Cela est donc en même ligne avec la santé publique. Donc, pendant la pandémie de la COVID-19, qui avait également mis en évidence le rôle crucial des thérapeutes respiratoires dans la gestion des détresses respiratoires sévères et de la ventilation mécanique. Donc, pendant ces temps de la COVID-19, nous avions, pour ceux qui pratiquent cette, qui pratiquent comme respirateurs professionnels de thérapeutes, il était vraiment important d'avoir dans chaque hôpital un professionnel pour surtout encadrer ces machines, prendre soin de ces machines et surtout l'administration des médicaments. Parce que vous savez bien que la COVID-19 attaquait très souvent d'abord les poumons et cela a été vraiment important pour ceux qui ont travaillé pendant ces moments-là, qui coordonnaient avec les médecins, les infirmiers, les radiologues et tous. Donc, c'est vraiment un moment majeur, comme je parlais, un temps contemporain. Et donc, nous avions eu la chance de comprendre exactement qu'est-ce qu'un thérapeute respiratoire est en train d'apporter dans les domaines de santé. Et cela va continuer parce qu'il y aura toujours on n'espère pas, mais il y aura peut-être d'autres maladies qui viendront. Et donc, il sera très important de former aussi des gens dans notre continent qui est l'Afrique. Les techniques principales de la thérapie respiratoire, je vais définir. Euh, D'abord, les définitions de la thérapie respiratoire comme en bref ici. La thérapie respiratoire regroupe l'ensemble des techniques visant à améliorer la ventilation pulmonaire, faciliter l'élimination des sécrétions, optimiser les échanges gazeux et prévenir les complications respiratoires. Donc, à droite, j'ai les indications principales. Donc, je n'ai pas voulu englober le tout, mais j'étais bref, comme j'avais expliqué avant. Donc, il y a l'asthme, la bronchopneumopathie chronique obstructive, la pneumonie, la téléctasie, l'insuffisance respiratoire et tant d'autres. Et donc, dans le technique principale de la thérapie respiratoire, je voudrais vous parler un peu de quelques techniques ici. Il y a par exemple les techniques des désengrobements bronchiques, des exercices de respiration, donc la respiration diaphragmatique, des lèvres pincées, spirométrie incentive, qui est un, qui est, qui est donc une pièce qui aide très bien avec un tuyau pour ouvrir certains lobes du poumon. Il y a les drainages postural, il y a l'aérostol-thérapie, l'oxygénothérapie, la ventilation non invasive. Et ceci sont quelques techniques importantes que les thérapies respiratoires sont capables d'utiliser pendant qu'ils sont à l'hôpital. Et tout ceci doit se faire avec une commande ou bien l'ordre d'un médecin. Au suivant, euh, je vais commencer avec la première technique ici, qui est la technique désencombrement bronchique. Et alors, quel est l'objectif ici? L'objectif est d'éliminer les sécrétions bronchiques pour améliorer la ventilation. Et cette technique est composée principalement de la percussion thoracique, les vibrations, les tours dirigés, aspiration endotrachéale. Et l'indication ici est surtout d'éviter l'encombrement bronchique,
tant quand les patients sont incapables d'expectorer. Et le besoin, le bénéfice est que ça prévient euh, à l'augmentation des infections et surtout améliore des échanges gazeux. La technique suivante est l'exercice des respirations. Ici, il y a la respiration diaphragmatique. L'objectif est d'améliorer l'expansion pulmonaire, réduire le travail respiratoire, et cette méthode est composée de l'inspiration lente par le nez, expansion abdominale et l'expiration lente. Au suivant, nous avons la respiration à lèvres pincées. L'objectif ici est de prévenir les collapsus bronchiques, améliorer l'expiration. Et ceci est indiqué surtout dans les bronchopneumopathies chroniques obstructives. Donc, les gens qui ont abîmé leurs poumons à cause de la cigarette ou l'exposition de fumée dans leurs environnements. Et il y a aussi la spirométrie incitative, et ceci a un dispositif encourageant l'inspiration profonde volontaire. Et l'objectif est de prévenir la téléctasie post-opératoire, favoriser la réexpansion pulmonaire, et l'indication est surtout après les post-chirurgie abdominale ou thoracique ou l'allaitement prolongé. Donc, ceux qui ont eu peut-être des opérations sur leur thorax, sur leur poitrine, ou bien après une opération cardiaque à cœur ouvert. Donc, c'est très important de faire cette technique pour éviter à ce que le poumon puisse peut-être se réduire. Et donc, on appelle ça la téléctasie. Et c'est une technique très importante, bien assurée et bien recherchée par. Donc, il y a une conclusion qui a démontré que c'est vraiment efficace pour prévenir la réduction ou bien le- la réduction des poumons des gens qui viennent de grandes opérations, des gens qui viennent de subir de grandes opérations. Une autre technique est le drainage postural. La définition ici est une technique utilisant la gravité pour drainer les sécrétions. Le principe est surtout de positionner les patients selon les segments pulmonaires à drainer. Et l'indication est surtout la mycoviscose, euh, la bronchiopectasis, et la contre-indication surtout est quand il y a l'hypertension intracrânienne, l'instabilité hémodynamique ou bien un pneumothorax. Et donc, il y a quelques indications et il y a aussi des contre-indications. Donc, il est très important de savoir les tableaux d'un patient avant de entamer, à conclure sur ces genres de techniques. Et c'est là, c'est très bien quand vous avez la capacité de converser avec votre médecin ou bien les médecins de votre patient ou bien l'infirmière qui suit le patient. Comme ça, vous avez une idée de voir comment si c'est indiqué ou ce n'est pas indiqué de continuer avec ce genre de technique principale de thérapie respiratoire. Il y a l'aérosol thérapie. Ceci a objectif de aider avec l'administration des médicaments par voie inhalée sous forme d'aérosol. Les médicaments courants peuvent être des bronchodilatateurs, les corticostéroïdes, les antibiotiques. Et l'indication peut être pour ceux qui souffrent de l'asthme et aussi de bronchopneumopathie chronique obstructive. Et il y a tant d'autres. Il y a tant d'autres. La pneumonie peut être aussi un facteur. Il y a aussi de fibrose, fibrose pulmonaire. Les avantages sont que ça aide avec l'action rapide parce que cette thérapie va directement au poumon. Ce n'est pas que ça doit aller dans le système sanguin ou ça doit encore passer dans
dans d'autres organes, vers d'autres organes. Donc, ceci est direct. Et il y a moins d'effets systématiques. Voilà pourquoi, très souvent, les médecins ou les pulmonologues vont administrer ou bien demander à ce que les patients puissent avoir ce genre de thérapie. L'oxygénothérapie, qui est très important, la définition est qu'elle elle aide avec l'administration d'oxygène pour corriger l'hypoxémie, donc la réduction du pourcentage d'oxygénation dans notre sang. Et l'indication peut être quand la saturation est moins de 92%, l'insuffisance respiratoire se présente et ceci peut se présenter ou bien peut se administrer dans la forme de lunettes nasales, masque simple, masque à haute concentration. Et les précautions sont qu'il faut la surveillance du risque d'hypercapnie chez les patients avec les bronchopnéopathies chroniques d'oxygénation. Donc, pour ceux qui ont des problèmes de poumons à cause de l'exposition de cigarettes et tout, il est très nécessaire d'être vigilant à ne pas les donner trop d'oxygène parce que cela aussi peut créer une imbalance, instabilité dans leur système sanguin qui peut aussi les apporter à la mort. Et voilà pourquoi ce genre de paramètres, il est très important d'avoir un thérapeute respiratoire pour bien comprendre ça, bien suivre les patients et bien converser avec les médecins qui suivent ces patients pour trouver des mécanismes comment aider les patients, même quand ils vont à domicile dans leur maison, pour qu'ils ne se sentent pas délaissés et qu'ils ont toujours à être à l'hôpital. Donc, ceci aussi aide à réduire les coûts des assurances qui peuvent ne pas vouloir couvrir parce qu'ils se disent comment vous avez su que ces patients souffraient de cette maladie, mais vous continuez à les donner plus d'oxygène qui les a poussés peut-être à perdre leur vie. Donc, tous ces genres de paramètres sont vraiment importants pour un thérapeute respiratoire qui est bien formé pour comprendre un peu comment stabiliser la santé d'un patient. Ici, il y a aussi la ventilation non invasive. Quand on parlait de la pression positive qui devait venir de l'extérieur pour entrer dans les poumons, la définition est qu'elle aide avec l'assistance ventilatoire sans intubation. Et ici, il y a deux modes très importants. Il y a les CPAP qui se constituent avec une seule pression et les BIPAP qui se constituent avec deux pressions. Et l'indication est qu'elle aide avec l'insuffisance respiratoire aiguë, l'exacerbation des bronchopneumopathies chroniques obstructives. Et les avantages sont qu'elle aide à la réduction du recours à l'intubation, la diminution de la mortalité. Et donc, au lieu de passer à la phase où il y aura directement une intubation qui peut coûter cher ou bien qui ne peut pas permettre au patient de survivre, très souvent, en utilisant cette option de non-invasif, on est capable de sauver les patients et d'éviter qu'ils puissent rester même longtemps à l'hôpital. Et voilà, c'est une autre technique que les thérapeutes respiratoires sont bien formés à comprendre pour exercer quand ils se présentent devant un tableau qui est critique. Et il y a aussi la ventilation invasive. Ici, la ventilation invasive est une technique d'assistance respiratoire qui consiste à assurer la ventilation du patient à l'aide d'un ventilateur mécanique via une voie artificielle et voie aérienne artificielle. Donc, quand nous avions parlé des non-invasifs, c'était plus qu'un masque qui s'est posé devant la face ou bien le nez et la bouche du patient. Très souvent aussi, il y a des patients qui préfèrent juste le nez. Donc, il y a des masques qui ont été créés pour juste assister et être placés sur le nez d'un patient. Et dans la forme invasive, quand un thérapeute peut voir que le patient n'est pas capable de survivre avec la forme non invasive, et là, nous allons entamer dans la forme invasive, qui est donc de trouver la forme de l'intubation, où il y a un tuyau qui sera placé dans votre trachée, trachée pour que vous ne puissiez pas souffrir toujours à inspirer cette pression d'air de votre propre volonté. Donc là, maintenant, on va vous donner des médicaments qui vont vous mettre dans le coma, vous paralyser, vous faire dormir pour que vous ne soyez pas dans la détresse, vous ne puissiez pas vous sentir vraiment comme stressé. Et
Ici, il y a voici les équipements qui peuvent être utilisés pour cette procédure. Il y a la sonde endotrachéale qui assiste avec l'intubation, qui est un tube et avec un ballon à la fin. Il y a une canule de trachéotomie qui peut aussi être utilisée. Elle est dite invasive car elle nécessite l'introduction d'un dispositif dans la trachée, comme je venais d'expliquer. Donc, voilà la différence. Non invasif, c'est un masque, et invasif, il y a un, il y a un dispositif d'intubation qui doit entrer jusque dans votre trachée. Et il y a aussi, quels sont les objectifs de la ventilation invasive? Elles sont importantes pour assurer une ventilation adéquate, corriger l'hypoxémie, qui est la réduction du pourcentage d'oxygène dans votre sang, corriger l'hypercapnie, qui est l'augmentation de CO2 dans votre sang et même dans votre cerveau, diminuer le travail respiratoire, prévenir l'épuisement musculaire respiratoire. Et donc, les indications principales sont l'insuffisance respiratoire aiguë, qui est sévère, détresse respiratoire, arrêt respiratoire, traumatisme thoracique grave, syndrome de détresse respiratoire aiguë et coma avec perte du réflexe de protection des voies aériennes. Donc, voilà un peu pourquoi il est très nécessaire qu'il y ait un hôpital de haut renommée, surtout dans notre continent d'Afrique. Il est très important de promouvoir ou bien d'encourager que nos dirigeants puissent chercher à, à, à acquérir ce genre de technologie parce qu'elles sauvent des vies. Elles sauvent des vies et il est vraiment important de voir comment on peut travailler ensemble comme une équipe pour assurer la survie de nos compatriotes qui vivent dans des conditions que nous sommes tous au courant de comment notre continent a toujours besoin de gens qui sont à l'extérieur pour l'aider à les booster à aller de l'avant. Et ici, il y a quelques types de modes dans la ventilation invasive. Comme je vous avais parlé de la ventilation non invasive, qui avait deux modes, les CPAP, les CPAP et les BIPAP. Ici, dans la ventilation invasive, il y a aussi des différents modes. Et il faut comprendre bien que ces modes sont presque comme des prescriptions de médicaments. Donc, chaque mode a son objectif, chaque mode a sa façon d'être, de créer de l'aide sur le corps d'un patient. Et chaque mode a un certain résultat qui est attendu par le médecin ou le thérapeute qui est en train de l'utiliser. Donc, on ne peut pas justement voir un patient et commencer à placer des modes qui ne sont pas cohérents avec la situation ou les tableaux qui se présentent. Par exemple, nous avons la ventilation contrôlée. Les ventilateurs assurent entièrement la respiration. Ici, c'est quand le patient est paralysé et ici, il est endormi avec les médicaments pour qu'il ne sente pas la souffrance. Et donc, avec le temps, quand les médicaments qui seront euh, donnés ou bien qui seront admis sur les corps du patient montreront leur efficacité, il y aura un moment où on peut commencer doucement à changer de mode pour trouver comment on peut faire sortir ces patients de ces modes, de la machine de ventilation. Il y a aussi la ventilation assistée contrôlée. Les patients peuvent initier un cycle respiratoire. Donc, la machine donne le cycle respiratoire et quand le patient est en train d'essayer de respirer, la machine peut attendre, donner le temps au patient de respirer et ils vont travailler en cohésion comme ça jusqu'à ce qu'il y aura un moment où on peut se dire, OK, donnons maintenant le temps au patient lui-même de continuer à respirer. S'il y a aussi un moment où on sent comme si le patient n'est pas encore prêt, on peut toujours retourner au mode initial qui sont par exemple la ventilation contrôlée. Il y a aussi la ventilation à pression contrôlée. Ce mode de ventilation est vraiment bien réglé. Le volume varie selon la compliance pulmonaire. Et suivant, nous avons la ventilation en mode contrôlé. Le volume
courant est fixé, mais la pression peut varier. Donc, ici, il n'y a que quatre, mais il peut y avoir même plus de neuf modes. Ça dépend de comment on veut gérer ou bien trouver des solutions sur le corps du patient. Et il y a encore des laboratoires, des tests qui se font au fur et à mesure pour voir comment le patient est en train de changer et on regarde comment les tableaux changent. Donc, tout cela donne des signes de voir comment on peut améliorer ou bien on peut donner du temps ou bien on peut commencer à chercher à, à faire sortir les patients de la machine. Donc, voici, ce sont des modes qui varient et tous ces modes sont considérés comme des prescriptions de médicaments. Donc, tu ne peux pas juste aller et changer de mode comme ça sans avoir une bonne idée de ce qui se passe sur le corps d'un patient. Alors, quelles sont quelques complications qui peuvent se présenter parce que nous sommes humains, il y a très souvent nous prenons des décisions croyant que cette décision sera la meilleure, mais on peut toujours arriver à avoir des effets secondaires. Et par exemple, ici, il y a la pneumonie associée au ventilateur. Les patients qui vivent longtemps dans cette machine sont vraiment vulnérables à avoir une pneumonie associée à un ventilateur. Et ceci peut vous prendre du temps pour quitter ou bien pour être guéri. Voilà pourquoi très souvent il y a ce qu'on appelle le lavage oral. Donc les hôpitaux encouragent que les thérapeutes respiratoires ou bien les infirmières puissent avoir un moment régulier de nettoyer la bouche des patients avec des médicaments ou bien des pepsodents juste pour assister et aider afin que cette maladie, cette pneumonie ne puisse pas se propager. Parce qu'il y a aussi la pneumonie, les maladies pneumococciales, hein, qui sont des maladies associées à l'exposition de la présence d'un patient à l'hôpital. Il y a les barotraumatismes, parce que ces pressions, quand vous ne savez pas les gérer, vous pouvez aussi exploser les poumons. Il y a les volotraumatismes, il y a l'hypotension, il y a la lésion trachéale, il y a la dépendance prolongée au ventilateur. Il y a ces patients qui ne sortiront jamais de cette machine. Ils mourront juste à la machine. Donc, ce sont des facteurs qu'il faut comprendre quand on est dans ce domaine. Vous allez vous sentir comme si vous êtes en train de faire des erreurs. Non, mais ça arrive. Il y a des patients qui ne sont pas capables de sortir vivants de certaines procédures médicales. Donc, il faut juste faire comprendre à la famille avant d'entamer ces procédures que non, nous allons faire notre mieux, mais nous ne savons pas ce qui peut arriver, mais voyons voir un peu ce qui peut arriver et toujours être positif et donner de son mieux pour améliorer la vie d'un patient. Il y a d'autres paramètres principaux ici avec la machine invasive, la thérapie invasive. Il faut savoir que le volume est courant. Donc, il y a quand vous avez un mode des, des thérapies respiratoires invasives, il faut savoir placer le volume courant, la fréquence respiratoire, la fraction inspirée en oxygène varie, la pression expiratoire positive, elle varie aussi, la pression inspiratoire, ces paramètres sont ajustés selon l'état clinique et les gaz du sang du patient. Donc, voilà un peu les facteurs qu'il faut toujours savoir comprendre avant de savoir manier ou bien utiliser cette machine. Voilà, et c'est pour cela il est important d'être bien formé par un professionnel qui comprend et sait comment ces genres de techniques peuvent être assurées dans notre continent africain. La surveillance infirmière et respiratoire. Les infirmiers ou infirmières et les thérapeutes respiratoires travaillent comme une équipe dans les domaines de santé. Donc, ils aident avec la surveillance des sang, du sang, la surveillance des gaz du sang, la saturation en oxygène. Ils surveillent aussi les pressions ventilatoires. Ils surveillent les sécrétions bronchiques.
Parce qu'avec ces sécrétions, on peut aussi envoyer dans les laboratoires pour savoir s'il y a une infection qui se développe dans le poumon, des signes d'infection, comme je viens d'expliquer, et l'état neurologique du patient. Donc, tous ces facteurs sont importants à comprendre pour assumer et se dire que non, on peut commencer à entamer, à chercher à faire sortir ces patients de la machine. Donc, en réunissant tous ces facteurs, c'est voilà un peu comment les deux équipes, l'équipe des infirmiers et l'équipe de thérapeutes respiratoires peuvent travailler en cohérence pour donner un bon résultat avec le médecin. La conclusion est que les techniques de thérapie respiratoire améliorent la qualité de vie. Ils réduisent les complications. Ils sont bien adaptés selon la pathologie et l'état clinique. Une évaluation individualisée est essentielle. La différence entre la thérapie invasive, la ventilation invasive et la ventilation non invasive, je vais encore réitérer pour que nous puissions mieux comprendre. À gauche, la ventilation invasive est donc associée à l'intubation, la trachéotomie. Il y a très souvent plus de complications et elle est indiquée en cas très sévère. Et à droite, il y a la ventilation non invasive qui est donc un masque facial ou nasal. Il y a moins d'invasif et elle est indiquée en cas modéré. Et très souvent, quand la ventilation non invasive marche, nous n'avons plus besoin d'aller dans une phase de ventilation invasive. Les potentiels impacts de la thérapie respiratoire en Afrique. L'amélioration des soins de santé respiratoire, qui est très important. La thérapie respiratoire incluant l'oxygénothérapie, la réhabilitation pulmonaire, la gestion des ventilateurs, etc., peut réduire la mortalité liée aux maladies respiratoires, comme la maladie pulmonaire obstructive chronique, la pneumonie, l'asthme, les complications de la COVID-19, les conditions fréquentes en Afrique. L'accès à des soins spécialisés améliore la qualité de vie des patients et diminue les hospitalisations prolongées, ce qui est crucial dans des systèmes de santé sous-ressourcés. Et donc, le potentiel impact de la thérapie respiratoire, pour continuer, il y a le renforcement de compétences locales. Il est important de bien former nos membres pour comprendre un peu ce qui se fait. Former des professionnels spécialisés, thérapie respiratoire, augmente la qualité locale à administrer et surveiller l'oxygène, à gérer les ventilateurs et à prendre en charge des patients critiques de façon efficace. Des programmes de formation intégrés dans les universités et les hôpitaux renforceront les personnels de santé, diminuant les surménages des médecins et infirmiers déjà débordés. C'est un cas qui est fréquent en Afrique, donc il faut savoir jouer avec les besoins qui se présentent pour que nous puissions un peu travailler en communion et éviter ce genre de problèmes qui sont toujours en train de ronger notre système de santé. Et donc, il y a la réduction des inégalités de santé, la disponibilité des soins, euh, excusez, la disponibilité des soins respiratoires spécialisés contribue à réduire les disparités en santé, particulièrement dans les zones rurales ou défavorisées. Des formations standardisées peuvent aussi améliorer la gestion des maladies respiratoires chroniques au sein des communautés. Et donc, l'impact économique et systématique sont tels que des études suggèrent que l'intégration des compétences spécialisées en soins respiratoires et associées à des réductions des coûts hospitaliers est une meilleure efficience des services, une meilleure formation et reconnaissance, euh, reconnaissance professionnelle peut aussi préserver la santé du personnel soignant, réduction des burn-out. Donc, ceci est très important de comprendre que en ayant une bonne formation des professionnels, ça peut vraiment alléger la tâche
à beaucoup de gens du domaine de santé parce qu'il y aura une technique qui est bien fondée avec professionnalisme, qui est focalisée à trouver l'évidence et la solution immédiate. Et donc, les pays africains où la profession existe ou émerge sont tels que, d'abord, la pratique de la thérapie respiratoire n'est pas encore largement reconnue comme profession autonome dans la majorité des pays africains. Voilà pourquoi ARCA est là pour promulguer et travailler en fait que nous puissions placer des jalons dans tous les pays d'Afrique et que nous puissions aussi s'adapter à ces changements des médecines modernes. Elle est souvent intégrée à d'autres rôles comme les infirmiers, les techniciens. Cependant, plusieurs pays montrent des signes d'émergence ou d'activité liées à, à l'amélioration du domaine respiratoire. Par exemple, nous avons les Ghana, où la profession en croissance émerge avec une première étude de base évoluant les rôles des thérapeutes respiratoires dans les pays. L'Université du Ghana a lancé un programme de baccalauréat en thérapie respiratoire, formant des thérapeutes capables de répondre aux besoins locaux. Et Madame Benta est donc une candidate qui vient de ce genre de programme. En Éthiopie aussi, nous avons elle dispose d'un programme de formation limité et manque de personnel spécifiquement formé, créant un besoin évident pour plus de thérapeutes spécialisés. Et il y a le Nigeria qui présente aussi présente quelques thérapeutes respiratoires, mais expression limitée du rôle. Pourquoi? Parce que la profession est peu reconnue et souvent intégrée aux tâches d'infirmiers et médecins. La formation est rare au Nigeria. La formation n'est pas bien établie, engendrant une pénurie de spécialistes. Donc, il y a des pays qui cherchent vraiment à émerger avec ce domaine, mais il y a encore un système qui n'est pas créé pour faciliter. Par exemple, au Congo aussi, nous avons un programme qui est qui rejoint beaucoup d'autres programmes, y compris la thérapie respiratoire. Donc, c'est comme un groupe de programmes et il est difficile de retirer ces programmes de thérapie respiratoire pour qu'elles soient d'elles-mêmes comme un domaine et on peut voir comment, avec le temps, si cela va arriver, mais nous y travaillons doucement et voir comment ça peut s'améliorer. Alors, certains pays ont des initiatives de renforcement des soins respiratoires, formation à l'oxygénothérapie, équipement, etc. Même si la profession n'est pas encore institutionnalisée, mais il y a quelques pays qui travaillent pour améliorer ces programmes. Par exemple, nous avons la Tanzanie, le Kenya, la République démocratique du Congo, le Rwanda, le Malawi, la Zambie, le Sénégal et l'Égypte, via des projets de formation et compétences en oxygénothérapie ou prise en charge respiratoire pour les personnels de santé. Une historique vraie est que dans beaucoup d'autres États africains, les soins respiratoires spécialisés sont assurés par des médecins ou infirmiers formés sur l'État sans rôle professionnel distinct appelé thérapeute respiratoire. Donc voilà un peu ce qui ronge, qui est encore un grand problème dans le domaine respiratoire dans beaucoup de pays africains. Comme c'est une profession qui vient de naître vers les années 1945, il y a beaucoup de systèmes de santé qui n'ont pas encore permis aux thérapeutes respiratoires d'être autonomes. Donc, ça prendra du temps, mais doucement, nous sommes en train d'y travailler parce qu'il y a aussi euh, il y a beaucoup de cas qui poussent qui poussent qui poussent à ce que nous ne puissions pas avancer. Par exemple, nous avons des problèmes d'électricité, il y a beaucoup de problèmes de, de- d'établissements qui ne sont pas aux normes. Et donc, ces genres de problèmes sont des problèmes qui nous prendront encore du temps pour avancer. Mais je pense en commençant de quelque part, il est possible d'arriver aussi dans un autre point.
Donc voilà pourquoi nous devons travailler en communion ensemble pour assister et aider, pour que nos pays puissent reconnaître que tout est possible si nous travaillons pour trouver ces solutions. Et donc, ceci est donc la fin de ma présentation. Je voudrais vraiment vous remercier tous pour votre temps et nous sommes prêts et je suis prêt à recevoir quelques questions si vous en avez. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. All right. Thank you. Merci, monsieur Peter. Euh, je crois que maintenant, Merci. nous sommes prêts à prendre quelques questions pour ceux qui en ont. On prendra juste quelques pour rester dans le timing. Et s'il vous plaît, vous pouvez juste vous retirer le microphone et poser vos questions pour ceux qui les ont. Merci. Allô? Yeah, on vous entend bien, monsieur Ngankou. Oui, bonjour. Bonsoir, je suppose. Je m'appelle Ringo, je suis du Cameroun. Je suis dans l'état du Nevada. Je suis respiratory therapist, ça fait environ, ça fait presque 14 ans déjà. Bon, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt votre intervention et je vous remercie pour ça, quoi. C'est seulement bien de... Ces informations ont été très, en fait, les informations étaient très bonnes informations, surtout pour informer celui qui ne s'y connaît pas en thérapie respiratoire. Je crois que c'est des très bonnes informations pour cette personne. Bon, moi, à mon niveau, ça concerne comment expandre, comment permettre à l'Afrique c'est-à-dire d'avoir plus rapidement des inhalothérapeutes. Et c'est quelque chose que je travaille dessus, ça fait environ 6 mois. Je suis venu à cette réflexion que j'aimerais votre intervention là-dessus. Au lieu que chez nous, nous pensons beaucoup plus aux gens, c'est-à-dire à former des gens qui sont diplômés, des gens qui ont des associate degree, bachelor, master ou docteur. C'est bien, je ne suis pas contre ça. Mais je crois que ce que nous devrions plutôt faire, c'est un peu faire comme aux États-Unis avant. On ne pensait pas beaucoup au diplôme. Avant qu'on faisait ce qu'on appelait à l'époque OJT, On the Job Training. Donc, à mon avis, c'est ce que nous devrons faire en Afrique pour pouvoir, pour faire que le public nous connaisse plus facilement. C'est-à-dire, prenons un exemple, un mécanicien qui a il y a des mécaniciens qui ont fait 2 ans, 4 ans de formation dans les écoles, hein, mais il y a certains qui ont fait des formations de 6 mois. Je peux dire ça avec un autre mécanicien. Donc, c'est plus facile d'avoir des gens rapidement qui ont la formation de l'allothérapeute qu'on les présente dans les hôpitaux. Maintenant, celui qui veut poursuivre ses études, faire des études plus avancées, cette personne peut le faire. Mais nous avons besoin des gens dans les hôpitaux le plus rapidement possible. Voici ma proposition que j'aimerais qu'on réfléchisse dessus. Si vous êtes d'accord, je ne veux pas qu'on parle et puis qu'on agisse pas. Si vous êtes d'accord par rapport à ça, on peut se encore dans une autre pour avancer la réflexion. Pour moi, je crois qu'on va dans un pays, par exemple, on prend un pays, par exemple, comme la Guinée équatoriale ou bien le Zaïre, on réunit, par exemple, 20 thérapeutes que nous les formons en 6 mois. Tout ce qu'on fait, c'est l'inhalothérapie. On n'apprend pas l'anglais ou l'histoire du Cameroun ou l'histoire du Tchad. Non, non, non. Inhalothérapie en 6 mois de formation directe. Mm-hmm. Lorsque ces gens sont prêts, on les dispatche dans les hôpitaux du pays qui commencent à le faire. On peut bien le faire. Ça, c'est mon avis personnel. En 6 mois, on leur apprend à faire tout. 21, 22, 23, ainsi de suite, des maladies. Comment faire l'intubation, comment donner des traitements, ainsi de suite. On les place dans les hôpitaux.
Et qu'est-ce qu'on fait? Avant de faire ça, on demande aux hôpitaux, par exemple, le statut, que le statut de ces personnes soit changé. Ah, c'est-à-dire que pour pouvoir qu'il soit le même, qu'il ait un statut un peu indifférent par rapport à d'autres agents de la santé dans le pays. Lorsque nous avons ces gens déjà sur le terrain, le pays s'adapte déjà, connaît déjà ce que c'est que les nanothérapeutes, pardon. Parce que, par exemple, si nous voulons que les gens aient, par exemple, des diplômes, combien de personnes ont le formé en Afrique, en combien de temps, comment dire, pour faire ce creux? Ça va prendre du temps. Alors qu'en un an, dans deux pays, on peut facilement mettre 20 à 40 thérapeutes sur le terrain en train de travailler. Ou d'attendre 10 ans, 15 ans pour former les gens qui ont des masters, des associés de degrés pour pouvoir combler ces vides. Donc, voilà pour ma réflexion, pour ne pas être long. Si d'accord par rapport à ça, nous pouvons rencontrer, discuter de ça. J'ai déjà commencé ça, j'ai un petit document que j'ai déjà fait dans ce sens. Si c'est un truc qu'on peut modifier, que vous êtes d'accord, on peut se rencontrer sur WhatsApp et puis on discute, on prolonge, on essaie un peu de pousser la réflexion ensemble. Voilà un peu ça. Et qu'est-ce que vous pensez de ça, l'idée d'accord? OK. Bon, mon frère Ringo, d'abord, merci pour la question. Merci pour votre temps. Je pense que nous sommes dans un contexte ici où toutes les idées qui seront présentées, nous devons les accepter Oui, et voir comment nous pouvons travailler ensemble. Sûrement, vous avez totalement raison avec ces genres des idées. Maintenant, il y a un autre contexte qu'il faut comprendre. Euh, Vous savez, dans chaque pays, il y a des structures qui sont différentes. Chaque pays a ses lois, chaque pays a sa façon dont elle est créée avec ses lois, ses structures et tout. Bon, je vais donner par exemple l'exemple de mon pays, en République démocratique du Congo. Quand nous avions commencé avec Madame Dorothy Benda pour voir comment on peut commencer ce programme, euh, nous étions allés dans une phase pareille dont nous avions voulu commencer dès le bas. Donc, nous avons présenté notre volonté et tout, mais avec le temps, on nous a fait voir qu'il y avait déjà un système qui était créé où les gens, il y avait un domaine qui englobait les thérapeutes, il y avait la thérapie, les kinothérapies. Donc, on nous a fait voir qu'il y avait un domaine qui englobait au moins trois, quatre services dont les thérapies respiratoires étaient aussi inclus. oui, Donc, dans ce genre de questions, dans ce genre de propositions, on est un peu bloqué, on est limité. Pourquoi? Parce que on parle avec un corps académique qui est très fort, qui contrôle une université d'un pays, qui a les liens avec le ministère de Santé, le ministère de l'Éducation. Donc, difficile, ça devient un peu compliqué parce il faut réunir les documents. Donc, il faut qu'ils puissent aussi accepter cette proposition pour entamer un genre de sujets comme vous les présentez, dont on peut commencer avec un programme de 6 mois. Donc, et ils nous ont fait voir aussi qu'il y a un programme qui est déjà placé où, dans ma personne, dans ma façon de voir, j'étais curieux, mais je devais comprendre et accepter qu'il y a au moins un programme. Donc, ce que je vais vous faire voir est que c'est bien de commencer, voilà un peu la vision de ARCA. ARCA veut que nous puissions propager ce genre de vision pour que nous commencions dès les bas et voir des gens qui ont la volonté de travailler pour élever ces programmes. oui. Donc, je suis totalement avec vous, j'accepte ce que vous êtes en train de proposer. Si votre pays peut avoir une loi, Donc, je crois que ce que vous avez dit est intéressant. Et dans l'émission de ACA, certes, nous sommes plus dans le domaine académique et éducation, mais nous sommes également pour ce qu'on peut appeler de manière très vulgaire la vulgarisation de la profession de respiratory therapy. Ça, c'est une chose. Justement, moi, je viens juste d'un voyage au Cameroun où j'ai quand même eu l'occasion d'être sur le terrain. Et comme on dit souvent au quartier, la réalité du terrain, ce n'est pas ce que nous faisons parfois également dans le cadre professionnel ici aux États-Unis. Donc, je crois il y a de la matière à réfléchir dans votre proposition, mais je crois qu'il sera justement très bon que nous puissions le construire dans un cadre qui rassemble les membres d'ACA
pour que nous puissions justement évoluer parce que je crois qu'il y a quand même une très grande difficulté à essayer d'avancer seul. Mais derrière une association comme la nôtre qui est assez organisée, qui a également l'architecture nécessaire pour pouvoir travailler avec que ce soit les professionnels de santé sur place, et ou bien également les gouvernants et tous ces gens dont on a besoin pour pouvoir avancer le projet, ce sera plutôt intéressant quand même que nous soyons de travailler ensemble. Donc, je crois que moi, en tant que secrétaire du Cameroun, je vous invite déjà à joindre notre groupe et avec l'association, nous pourrions également travailler ensemble pour pouvoir canaliser nos efforts et arriver à accomplir quelque chose de concret sur le terrain. Donc, c'est mon invitation à vous, en fait. Ok, merci, c'est noté. Bon, je voulais dire que par rapport à l'intervention de Pire, c'est vrai que je connais bien l'Afrique, hein, j'ai voyagé spécialement au Cameroun, j'ai cherché à rencontrer le ministre de la Santé au Cameroun, j'ai eu une difficulté impeccable. J'ai contacté des gens qui veulent que je rencontre, mais parce que le gouvernement va changer, je ne sais pas qui viendra, il y a la peur. Donc, je suis amusé de rencontrer, mais pour le moment, on ne sait pas qui sera là demain. Bon, je veux dire que ceci, c'est que je suis beaucoup focalisé sur les pays africains francophones. Donc, s'il y a un pays qui a des difficultés à accepter ce que nous leur proposons, il y a un autre qui va dire oui, je suis d'accord, venez faire ça chez moi. Vous voyez, donc, on va accorder des difficultés, mais sachez que quelque part, il y a un qui dira venez faire ça chez moi. Et ce pays qui l'a accepté sera comme un exemple. Voilà un peu ce que j'aimerais comprendre, c'est que si jamais on établit ça dans un pays, nous invitons ce ministre de la Santé à appeler d'autres pays pour leur faire savoir ce que ACA fait chez eux. Donc, c'est une façon de promouvoir ça. Donc, le point, c'est qu'il y a une difficulté. Sachez qu'il y a quelqu'un d'autre qui va accepter cette proposition. Donc, une difficulté ne va pas nous décourager, quoi. C'est un peu quelque chose de Sorry, est-ce que je peux ajouter quelque chose? Oui, ok. S'il vous plaît. Madame Binta, allez-y. Et puis, on va prendre monsieur ou madame Noran Traoré qui a une question. Oh, sorry. OK. Qu'est-ce que je voulais dire? Je suis Binta Diallo, je suis respiratory therapist depuis 14 ans, comme vous. Donc, on a les mêmes, mêmes expériences. Ce que je voulais dire, on peut soutenir ARCA, comme on dit, on peut soutenir l'Afrique dans la formation des thérapeutes respiratoires en agissant en plusieurs niveaux, comme vous savez. L'éducation, comme vous avez dit, c'est l'un, et puis les ressources, les partenariats et le leadership dans les cliniques, right? On peut aussi avoir des partenariats internationaux. Mais ce qu'on peut savoir aussi, ce qu'on va considérer aussi, c'est la sécurité de la santé. On ne peut pas seulement former rapidement. Nous tous, on sait. On a été à l'école ici. Comme vous avez dit, 6 mois, c'est faisable en tant que peut-être des techniciens qui vont assister les respiratory thérapeutes qu'on va former. On peut les aider dans l'éducation, of course, mais on doit aussi considérer les safety des patients, quoi, la sécurité des soins aussi, et la qualité des soins. C'est pas, on peut pas, comme on fait ici, il faut qu'il y ait la qualité, il faut qu'il y ait la sécurité aussi, je pense. C'est une bonne idée pour 6 mois, mais ça va être peut-être très intensif pour pouvoir faire ça en 6 mois. Et comme il l'a dit aussi, considérer les lois du pays, là, parce que chaque pays a ses protocoles, ses lois. Peut-être ça aussi, c'est une considération qu'on peut faire en tant qu'une association. C'est tout ce que je voulais ajouter, quoi. Yeah, merci beaucoup, madame. OK. Je pense qu'il y a madame. On va prendre la question. Il y a monsieur ou madame Noran Traoré qui a sa main levée. S'il vous plaît, vous pouvez unmute votre microphone et poser votre question. Traoré. Monsieur Traoré? Bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question en attendant? Peut-être que monsieur Traoré peut être avec nous. Bon, désolé, j'ai essayé de lever plusieurs fois mes mains, mais je ne sais pas trop. Peut-être que la technologie, je n'arrive pas, mais si vous me permettez, je vais quand même intervenir. Est-ce que vous m'entendez?
Oui, oui, Je vous entends, on monsieur vous écoute, Soko. 100%. OK. Merci de m'avoir accordé la parole forcée, même si c'est moi qui ai. Je réponds au nom de Sandy Sokoya-Sainte, du côté de la Guinée. Je remercie tout un chacun pour vos différentes interventions qui ont été très intéressantes. Ma communication va s'ajouter à ce que M. Ringo a dit. Moi, je pense que ce sont les belles idées. Au fait, nous sommes dans la vision de ARCA. Et en réalité, aucun projet ici ne sera omis. Toutes les idées qui viendront euh, vraiment combler le vide que les pays africains ont dans le cadre, n'est-ce pas, de la santé respiratoire, nous allons prendre ça en considération. Nous allons peut-être mettre, comment on appelle, concevoir le projet et le garder, même si il a touché un point qui est très intéressant. Il a parlé des pays africains francophones. En réalité, la plupart de ces pays sont dans l'optique de la grande théorie au lieu de passer à la pratique. Pour ma Oh, part, moi, je dirais que ça pouvait être peut-être 95% pratique et les autres pourcentages axés sur la théorie. Mais c'est le contraire qu'on observe généralement. Et même ce que vous avez touché, le plateau technique. Donc, parmi les pays africains, là, il y en a, il a bien touché, il dit, il y a certains, ça dit, ce n'est pas tous ces pays qui vont refuser à la fois. Donc, les pays qui vont accepter au début, nous faisons ça comme les pays pilotes. Voilà, on essaye, comment on appelle, de faire la mise en œuvre de notre idée. Et si ça fonctionne, progressivement, vous allez voir que les gens vont s'intéresser. Mais une autre chose aussi est à, à, à mentionner, c'est la gouvernance de nos différents pays. Il y en a qui sont là dans les services depuis un bon moment. D'accord? Ils sont dans un système bien établi, mais qui ne veulent pas que vous veniez, je vais dire quoi, toucher même, il ne reste qu'un petit point de, de, de la structure parce que ça va les faire déroter, ça va les faire enlever, comment on appelle, le gombo qu'ils ont l'habitude de recevoir. Donc, ils ne vont pas vous permettre de rentrer dans le cercle. C'est vraiment un véritable problème. Sinon, l'Afrique, en réalité, je ne suis pas en train de rentrer dans, mais je suis en train de dire que l'Afrique, nous avons la possibilité là. Il y a de belles idées, mais il faut seulement l'intégrité et la bonne gouvernance, accepter les idées que, n'est-ce pas, les fils ont pour qu'on puisse avancer. Donc, voilà un peu les quelques petits mots que je pouvais ajouter sur ce que M. Ringo a dit. Pour le moment, je vais me limiter là et je vous remercie sincèrement. Merci. Merci beaucoup. monsieur Soko. Votre intervention vraiment est très pertinente. Juste à cause du temps, s'il vous plaît, je vais également passer la parole à monsieur Traoré, qui, je crois, maintenant est disponible. Vous avez la parole, monsieur Traoré. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Je m'excuse, j'avais perdu la connexion parce que j'étais sur le téléphone. Merci beaucoup à Monsieur le présentateur. Je pense que le thème a été vraiment pertinent et vous avez été vraiment très profond dans l'analyse. Bon, je reviens un peu aux différentes idées par rapport à M. Ringo. M. Ringo, merci pour ce que vous avez proposé. Et comme Binta et notre collègue Yacine viennent de dire, moi, je crois que puisque nous rencontrons des résistances administratives, je crois que nous allons essayer, personnellement, j'ai apprécié l'approche de M. Ringo et je pense que nous pouvions discuter de ça au niveau du conseil, du comité du conseil, où nous allons essayer de voir comment nous pouvons, de façon pratique, essayer de, comment on peut l'approcher et l'adapter aux différents contextes dans les différents pays aussi. Parce que ce que j'ai constaté, c'est que en Afrique, les gens préfèrent voir que toujours écouter et entendre.
Donc, je pense que nous allons changer de stratégie si nous n'arrivons pas à accéder aux formules formelles et administratives. Donc, je pense qu'il est important pour nous de nous adapter au terrain. Merci beaucoup à tout le monde pour les questions, les suggestions, et je pense que toutes les idées sont les bienvenues, comme avait dit notre frère, le directeur du Cameroun. Je m'excuse, j'ai oublié votre nom, monsieur, le modérateur. Donc, je pense que nous sommes là ouverts à toutes les idées pour que nous puissions les capitaliser et aider notre continent. Merci bien. Merci, Monsieur Merci. Traoré. Je ne sais pas s'il y a d'autres réactions, mais on est déjà presque à la fin du webinaire. On va prendre peut-être une dernière réaction, s'il vous plaît. Ok, bon, je suppose qu'il n'y a personne d'autre. Bon, Madam, Mrs. Dorothy, do you have anything to say before we leave? I think no one wants to, no more questions so far. All right, so before we end, I want Peter, Dinta, and Larry to give their final comments before we end. Your remarks on respiratory therapy. There's a hand up. Les dames d'abord. Allez-y. Oh, Okay, Anissa, merci à vous. before we go on, Anissa, ask your questions, and then all respiratory therapists here in this platform now can give their final remark on respiratory. D'abord, merci beaucoup. Merci pour une belle présentation, vraiment, et de vous avoir vu ici. Comme on ne se Merci. connaît pas bien, et je pense qu'on va non seulement garder bien le contact, et puis développer notre vision en Afrique. Parce que c'est ça, en fait, l'idée de tout le monde ici. Comme on dit, on va prendre toutes les idées en considération et on va essayer de faire, copier les autres pays qui ont fait, peut-être avoir le support. Comme je disais à d'autres, si le Ghana a fait, aussi qu'on peut le faire. Aujourd'hui, dans mon pays, on est en train de travailler avec une université privée. On a eu des réunions avec d'autres, avec l'administration de l'école là, les universités là, parce qu'ils sont grands maintenant, ils sont partout, ils ont commencé le programme, là, ils commencent même un peu sur le truc de médical. Donc, on espère qu'avec eux, ça va marcher. Ils sont en train de travailler avec l'administration en Guinée pour pouvoir commencer le programme. Et essayer de voir si on peut avoir le support de l'Égypte ou le support du Ghana, en tout cas, comment on peut faire pour les supporter, non seulement dans les curriculums, mais aussi, comme on dit, former les formateurs aussi. Et ça, en tant que respiratory therapist, je pense que c'est très important qu'on forme les formateurs là, développer des programmes de formation. Right? Donc, là, ils auront besoin de nos supports dans ça. Et on espère qu'avec les meetings qu'on a eu avec les gens là en Guinée, leur administration, l'université là, en tout cas pour le moment, ils sont très sérieux pour commencer. Comme on a vu qu'avec le gouvernement, il y a tout le temps quelque chose, ça retarde. Donc on dit, OK, les gens là sont déjà établis. Depuis cette année, ils ont déjà fait beaucoup de graduations, ils ont formé beaucoup de gens dans les universités, ils travaillent avec et puis les trois propriétaires, ou je veux dire les cofondateurs, ils ont étudié ici aussi aux États-Unis. Ils ont gradué ici. Donc, on a dit, OK, comme eux, ils ont commencé déjà, ils ont formé beaucoup de gens et ils connaissent et ils ont l'agrément, ils ont tout. Peut-être ça va être plus facile pour eux de commencer le programme. Maintenant, la question, c'est comment on va les supporter dans le curriculum et former, parce qu'il n'y a pas de respiratory therapist en Guinée. Donc, c'est comme ça que ça vient former les formateurs là. Et ça, on aura besoin de vous. Ce n'est pas seulement les Guinéens, Cameroun et Congo, tout le monde. Comme c'est un pays francophone, on va besoin d'aide, quand même, de vos supports pour pouvoir développer ça. Je pense que si nous tous, on est ensemble, on se met ensemble, si un pays commence, nous tous, on supporte le pays là, et puis que le pays là se développe, et puis on va aller dans un autre pays. On va pas dire seulement ça, c'est le directeur
de country et le team de Ghana ou le team de Cameroun, on va les laisser. Je pense que nous tous, ce que je disais, nous tous, on doit se mettre ensemble avec nos idées et nos expériences. On a tous eu l'expérience ici, 50, doesn't matter, you know, on a eu l'expérience de respiratory ici. Moi, j'ai mon bachelor en respiratory therapy. Also, j'ai mon master en business administration. Donc, on a travaillé depuis 14 ans, toute la population. Et donc, je pense qu'avec nos idées ensemble, on peut atteindre notre vision. Mais pour atteindre, supporter l'idée de ARCA, je pense aussi qu'on doit se mettre ensemble. Si là, aujourd'hui, je vais dire, le Cameroun commence, on voit que le Cameroun avance dans ce qu'ils font, nous tous, on peut peut-être se mettre là-bas et aider le Cameroun à développer et puis à commencer à former les respiratory thérapeutes. Peut-être qu'ils vont venir dans mon pays, en Guinée, aussi supporter les Guinéens à faire. Je pense que c'est comme ça qu'on peut réussir à atteindre à notre vision et puis aussi pousser les leaders, dans nos pays, les leaders africains aussi, à pousser les leaders africains aussi à supporter nos idées et puis à considérer notre association. Mais pour faire ça aussi, il faut que nous, les directeurs de country, là, il faut qu'on se supporte ensemble. Si toi, tu fais ton webinaire, toi, on doit tous se mettre ensemble pour pouvoir se battre. Et puis, en tant que team, travailler en tant que team. C'est là que je dis créer des partenariats internationaux. Je pense que ça va nous aider aussi, quoi. C'est une idée que je pouvais faire, que je voulais dire ici, que j'accepte, on accepte toutes les idées, toutes les visions, chacun doit envoyer, et puis on voit comment développer ça. Le pays le plus facile, peut-être, à accepter, comme il a dit, les 6 mois de formation, si le Cameroun ou la Guinée ou Congo acceptent de commencer, ou Sénégal ou Côte d'Ivoire, peut-être on peut supporter, voir comment ils ont fait. Et puis on prend ça aussi, on va dans notre pays, on dit, OK, voici, le Cameroun a fait ça et ça a réussi. Peut-être les leaders là dans mon pays aussi vont nous écouter, vont nous donner la permission et puis aller around leur loi là pour pouvoir commencer. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. Et merci à vous et merci à tout le monde pour pouvoir se mettre ensemble. En tant qu'Africains, je pense qu'on peut réussir dans notre association de ARCA si on se supporte bien. Merci beaucoup. Yeah. OK. Merci beaucoup, Madame Binta Diallo. Je vais passer la parole une dernière fois à Monsieur Wembodinga pour qu'il puisse donner son mot de fin. Et puis, on va round up et on va se séparer. Ok, je vous remercie tous pour votre présence ici, vraiment pour votre temps. Je pense que l'idée, l'idée qui peut nous unir ici est de travailler ensemble. Donc, la devise sera de se supporter, comme Madame Binta Diallo venait de parler, travailler ensemble, accompagnons cette vision de Madame Dorothée Binta. Et ça, ce n'est pas seulement pour elle, mais c'est pour notre continent, c'est pour nos populations dont nous voulons voir une amélioration dans leur système de santé un jour. Donc, avec nos expériences que nous venons de acquérir dans ces pays à l'extérieur de notre continent, donc cherchons à mobiliser les gens qui sont prêts à, les gens qui sont prêts à nous assister, à travailler avec nous pour que nous puissions conclure et amener notre vision à la fin. Donc, je suis aussi flatté de voir que j'ai eu une idée de Madame, de Monsieur, je pense, il y a de Madame Binta Diallo qui a expliqué que, et ils sont allés travailler avec les écoles, les universités privées, ce qui a été vraiment un message révélateur pour moi. Donc, je pense que c'est une idée que je peux peut-être essayer avec mon pays parce que nous avions essayé avec une institution nationale de l'État. Donc, nous avions vu qu'il y a quelques blocages parce qu'il y a des institutions qui ont été établies. Donc, c'est très difficile d'aller derrière pour conquérir. Donc, c'est une idée révélatrice de voir qu'il y a quand même une amélioration dans les idées pour voir comment on peut travailler ensemble.
Je remercie aussi mon frère Ringo qui nous a apporté l'idée de une formation de 6 mois. Voyons voir comment il va aboutir avec ses idées. Et si ça marche, on peut toujours voir comment on peut l'élaborer dans d'autres pays d'Afrique. Et je suis aussi flatté de voir mon frère Ouattara, Cédric, avec ses idées qu'il venait de nous présenter, et mon frère Traoré. Donc, en bref, je vous remercie tous pour votre temps. Je pense que ça ne sera pas la dernière fois. Nous aurons toujours des webinaires pareils parce qu'avec les idées, c'est là que nous créons nous créons un développement en fait. Donc, je vous remercie beaucoup. Je pense que vous allez passer un très bon week-end. Merci, merci, monsieur Wembondiga. Je crois quand même que, juste parce que je vais donner l'opportunité à tout le monde de s'exprimer, j'ai cru voir monsieur Ouattara qui avait la main levée. Monsieur Ouattara, on vous donne la parole juste un peu rapidement. D'accord, bonsoir à tous. Je suis Alice Ouattara, je suis résident en pneumologie, BUS1 au service de pneumologie. Je viens du Burkina Faso. Bon, je ne vais pas être très long. Déjà, merci à Dr Peter Wenbodiga pour la présentation que j'ai suivie avec grand intérêt. J'aurai Merci. 2 préoccupations. Voilà. Ma première préoccupation va concerner une question en rapport avec les techniques de thérapie respiratoire qu'il a eu à évoquer, notamment la respiration à lèvres pincées. Voilà. Il a eu à dire dans sa présentation que c'est une technique qui est indiquée dans la prise dans la prise en charge de la BPCO. Voilà. J'aimerais savoir à quoi consiste exactement la technique de la respiration à lèvres pincées. Parce que dans le cadre de l'exercice de ma fonction, je suis amené à côtoyer plusieurs patients porteurs de BPCO. Voilà. Si cette technique pourra m'être bénéfique, j'aimerais qu'il m'en dise plus là-dessus. Et ma deuxième préoccupation maintenant est d'ordre général. J'ai suivi également avec grand intérêt l'idée que M. Ringo a avancé, notamment la formation de 6 mois. Maintenant, j'aimerais savoir quel est le profil de base, voilà, pour la formation, à être inhalothérapeute. Est-ce qu'il y a un profil de base avant de penser à être formé pour être inhalothérapeute? Parce que j'ai vu qu'à Arcas, pour toutes les personnes ayant une appétence pour la santé respiratoire peuvent y prendre part. Maintenant, j'aimerais savoir, pour la formation inhalothérapeute, est-ce qu'il y a un profil de base nécessairement à avoir? J'aimerais savoir si M. Peter a des documents en rapport avec l'aérosol thérapie qui m'intéressent vraiment. Voilà, s'il a des documents à partager en rapport avec l'aérosol thérapie, je suis vraiment preneur. Merci à tous. OK. Merci. Les noms, c'est qui encore? Je m'excuse. C'est Dr Ouattara, Anis. Dr Ouattara. OK. Merci, Dr Ouattara, pour la question. Je pense que vous êtes en train de parler de la technique de spirométrie incentive. Non, la respiration à lèvres pincées, indiquée dans la prise en charge de la BPC. Voilà. OK, OK. Au fait, si vous avez vu la présentation, l'objectif de cette procédure, cette thérapie, au fait, est d'aider les poumons à ne pas euh, s'effondrer. Pourquoi? Parce que quand les gens s'exposent à la cigarette ou bien à la fumée, très souvent, cette fumée va abîmer la membrane qui englobe les alvéoles et d'autres coins lobes du poumon. Ce qui fait qu'il y a un problème d'élasticité de poumon. Et ce problème d'élasticité fait que quand vous avez des problèmes de bronchopneumopathie, d'obstruction, ça devient très difficile pour vous de gonfler vos poumons. Et quand vous avez un choc ou, par exemple, donc ces gens restent avec beaucoup d'air dans leurs poumons. Et c'est là cause qu'il y a d'abord un problème de diffusion d'oxygénation. Pourquoi? Parce que ces membranes où il y a la diffusion d'oxygénation ne sont pas en bonne qualité. Donc, elles sont détruites. Et de deux, quand il y a un mouvement, par exemple, de sport où ils doivent faire respirer une respiration profonde pour ouvrir ces alvéoli,
ces alvéoles ou pour augmenter ses poumons. Comme l'élasticité n'est pas conforme à leur santé, ça devient difficile pour eux de respirer. Et alors, cette technique, parfois, aide à augmenter ses poumons, donc à l'inflation du poumon, parce que quand il y a cette diminution de l'élasticité, cette technique permet donc à ouvrir les poumons, en fait, et éviter ce qu'on appelle l'alectasis. Donc, les compriments, donc l'effondrement du poumon. Ok. Donc, c'est une technique qui a été créée, qui est importante. Pourquoi? Elle permet aux gens qui n'ont pas une bonne élasticité de poumon de garder, de facilement sortir un peu d'air qui reste dans leur poumon, qui n'est pas capable de sortir d'eux-mêmes. Mhm. Donc, voilà un peu pourquoi cette technique a été créée et elle a été prouvée être vraiment efficace. D'accord. Je ne sais pas si vous avez une autre question pour moi ou bien vous avez une question pour M. Ringo qui a parlé de 6 mois de formation. Bon, à vous, c'était pas une deuxième question, c'était bon, une doléance. C'était pour Une savoir si vous aviez des explication. documents en rapport avec l'aérothérapie. Oui, Voilà, oui, que vous j'en pourriez ai. partager avec nous. J'en ai, Voilà. si vous pouvez me contacter peut-être Madame Dorothée ou Binta ou bien me contacter, je peux vous chercher des articles sur ces techniques. D'accord. Merci bien. Merci. Et pour votre deuxième question également, M. Ouattara, le ACA a un site web formidable. Il y a beaucoup de ressources. On a une bibliothèque en ligne et on a également l'opportunité pour ceux qui veulent, qui peuvent, c'est pas cher, c'est très moins cher. Ça a été pensé parce que nous connaissons le contexte africain, de pouvoir joindre également l'association en tant que membre et d'avoir accès à beaucoup de ressources, vidéos, documents, recherches et tout ça. Je crois que vous trouvez également beaucoup d'informations. Alors, juste pour le mot de la fin, je crois que nous avons ici eu l'exemple de ce qu'on peut dire un carrefour des idées. On a beaucoup d'idées que nous avons essayé de rassembler. Merci également à M. Peter une fois de plus pour sa présentation. Et comme dans un carrefour, pour ceux qui conduisent, pour ceux qui ont déjà vu un bon carrefour, il y a seulement 4 sorties. Donc les voies de sortie sont multiples et je crois qu'aujourd'hui, il sera question pour nous d'avancer dans la collaboration avec les différents directeurs des différents pays et les différents professionnels de santé. Donc on aura l'occasion justement d'avoir d'autres réunions, d'autres webinaires. Et j'invite également tout le monde, également notamment les directeurs des pays, à partager pour qu'on puisse avoir beaucoup plus de monde dans ces webinaires. Je crois que la session francophone a encore du chemin à faire pour que nous puissions également nous faire entendre. Sur ce, je tiens à vous remercier chacun de vous de votre temps si précieux dans un pays qui n'a pas le temps, où on trouve vraiment le temps. Donc, c'est déjà un effort à apprécier. So, thank you everybody and we will see you next time for the next webinar session. Thank you. Thank you. Thank Merci. you. And also thank you to Mr. Peter Obedika. Thank you so much for